Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là avec nous. On est toujours évidemment à la REF du MEDEF pendant 2 jours à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Événement dont Boursorama est l'un des partenaires. Votre invité à présent, Nicolas Hieronymus, le directeur général de L'Oréal. Bonjour. Bonjour. Émission en partenariat avec Le Point. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault donc. Vous avez retrouvé votre rythme de croisière d'avant Covid, que ce soit en termes de croissance, de marge. On peut dire qu'en termes de business, la page de la crise sanitaire, en termes de business, j'insiste, est vraiment tournée. Bah oui, je crois. D'abord, ce qu'ont démontré les résultats du premier semestre de L'Oréal, que je vais répéter rapidement, mais plus 20,7% sur le premier semestre. Avec une accélération entre le premier et le deuxième trimestre. Tout à fait. Et avec une croissance, c'est ce qui est le plus important pour nous, de plus 6,6% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise. Donc on retrouve effectivement une croissance qui était celle, on avait fait une croissance à plus 8 en 2019, donc on retrouve ce rythme de croisière avec effectivement un premier trimestre qui était à plus 5 à peu près par rapport à 2019, le deuxième à plus 8. Donc on retrouve ce rythme de croisière. Donc est-ce que la crise d'un point de vue business est totalement derrière nous ? Le marché de la beauté repart en croissance. On espère qu'il aura retrouvé son niveau de 2019 à la fin de cette année. Pour nous, c'est déjà le cas, parce qu'on croit 2 fois plus vite que le marché. Maintenant, on ne peut pas totalement balayer d'un revers de main le fait que la pandémie subsiste, qu'ici ou là, il y a des nouveaux clusters de variants Delta. Donc on reste optimiste, offensif. On a été offensif d'ailleurs pendant l'année 2020, puisque une des raisons pour laquelle on a fait une belle année en 2020 et un très bon premier semestre, c'est qu'on a continué à investir, à lancer des produits malgré le confinement. En différant un petit peu les lancements. En différant certains lancements, ouais. Mais très peu. C'est vrai que nos lancements de maquillage, à un moment où tout le monde porte des masques, on les a un peu mis de côté, on les a retardés à ce début d'année, mais on a lancé des parfums, des shampoings, on a maintenu notre rythme de lancement. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont je suis le plus fier, c'est l'incroyable mobilisation des équipes de L'Oréal dans les usines, dans les laboratoires, malgré la crise sanitaire, et également dans nos cadres marketing qui ont réussi à faire tourner la machine, et ce qui nous a permis de gagner des parts de marché sur l'année 2019, et sur l'année 2020 et sur l'année 2021. On imagine qu'avec le déconfinement, les consommateurs ont à nouveau envie de se parfumer, de se maquiller, de prendre soin d'eux. Quelles activités tirent la croissance ? Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui repartent plus vite ? Voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui marche bien chez vous ? Alors, il y a un moteur de croissance qui n'a, je dirais, quasiment jamais cessé de tourner, c'est la Chine. C'est vraiment, puisqu'on a parlé beaucoup de reprise en V, s'il y a un marché qui a connu une reprise en V, c'est la Chine, puisque dès la fin de l'année, dès le deuxième semestre de l'année 2020... Ça ralentit pas un petit peu en ce moment, la Chine, hein ? Non, nous, on n'a pas vu. Alors, il y a eu cet été une ou deux villes ou provinces de Chine qui ont été reconfinées par des apparitions de variants Delta. Donc, à ce moment-là, et de façon sporadique, l'activité a ralenti, mais moi, les informations que j'ai sur le mois d'août sont plutôt positives. Les Chinois ont très envie de consommer des produits de beauté. Ils adorent la beauté, ils adorent Lancôme, ils adorent L'Oréal. Et comme ils ne peuvent pas voyager autant qu'ils le faisaient avant, ils ont plutôt tendance à consommer en Chine ou à Hainan, qui est l'île duty free du marché chinois. Donc, au total, on reste très confiant sur le marché chinois, et surtout si on se projette, parce que là, on parle de choses à très court terme, mais la Chine va devenir le premier marché mondial de la beauté. Le moteur de cette croissance sont les classes moyennes, qui sont des classes moyennes supérieures qui se développent à la vitesse grand V, qui veulent de la beauté, dont les dépenses moyennes par habitant sont très inférieures aujourd'hui encore à celles des Américains ou des Japonais. Donc on a, je pense, quelques années de croissance forte en Chine. Donc ça, c'est un moteur qui tourne. Chine et Asie, au sens large, on pourrait élargir aussi. Chine et Asie. Vos positions sont plus fortes en Chine qu'en Asie, d'ailleurs, non ? Oui, en général, elles sont plus fortes en Chine qu'en Corée ou au Japon. On a des très belles positions dans beaucoup de pays, on a des belles positions en Thaïlande, on est en train d'accélérer en Indonésie. Mais je dirais qu'aujourd'hui, typiquement, les marchés émergents et l'Asie du Sud-Est en particulier est encore beaucoup plus impacté par le virus, par la Covid. Et donc là, le marché n'est pas encore reparti à la même vitesse qu'en Chine. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis totalement en phase avec les propos de Thierry Breton ce matin qui parlait de la volonté de la communauté européenne d'aider les pays émergents à accéder plus rapidement au vaccin. Je crois que c'est fondamental pour que l'ensemble du monde sorte de l'épidémie et reparte en termes de business. Et donc la Chine,
Le deuxième moteur de croissance qui, lui, a fortement accéléré au premier semestre sont les États-Unis. Les États-Unis étaient fortement impactés par la pandémie. Et puis, il faut le reconnaître, on avait eu des performances dont on n'était pas tout à fait satisfait sur le marché américain. Grosse accélération depuis le début d'année. On a fait un deuxième trimestre aux États-Unis à plus 44%, donc avec le redémarrage du maquillage, du parfum. Vous parliez des catégories qui bénéficient de la resocialisation. Je crois qu'on est à plus 100% en parfum aux États-Unis. Donc, les ventes de parfums de maquillage ont retrouvé leur niveau d'avant-crise au-delà des États-Unis. Pas encore. Voilà, c'est ça le sujet. Parce qu'on parle de ce qui va bien aussi, mais dans ce qui est un petit peu à la traîne. Le maquillage quelles sont les divisions et les zones géographiques qui sont pour le coup un petit peu à la traîne? Il y a la division grand public, notamment en Europe. J'ai eu le plaisir, parce que moi je suis un fan de sport, j'ai eu le plaisir d'annoncer lors de nos résultats du premier semestre que le L'Oréal avait fait le Grand Chelem. C'est vrai que pour la première fois, nous avons battu le marché dans toutes les régions et dans toutes les divisions en même temps, y compris à la division des produits grand public, même si c'est vrai, l'écart par rapport au marché de la division des produits grand public est inférieur à celui de la division luxe ou de cosmétiques actifs qui fait une année un semestre à plus 35%. Donc au total, on gagne partout. Pourquoi? C'est la qualité des produits, c'est l'innovation, c'est le fait que pendant la crise de la Covid, on a rebasculé une partie de notre activité, de nos innovations sur les segments les plus porteurs, donc le soin de la peau, qui fait aujourd'hui près de 40% du chiffre de L'Oréal, donc c'est devenu notre première catégorie, et ça c'est une croissance de tout temps, qu'on porte des masques ou pas. En fait, quand on porte des masques, on a plus besoin de soins de la peau que quand on n'en porte pas. Le soin du cheveu. Et donc, ça nous a permis de compenser le fait que le marché du maquillage, même s'il est reparti fortement, n'est pas encore au niveau de 2019. Pour le parfum, on commence à s'en rapprocher. Je me demande si on n'est pas déjà passé au-dessus. Et sur le maquillage? Sur le maquillage, on n'est pas encore au niveau de 2019. Mais ça va revenir. Et on peut bien le comprendre d'ailleurs. Si vous comparez, parce que le maquillage, c'est du rouge à lèvres, c'est des produits pour la peau et c'est des produits pour les yeux. Les mascaras, les produits pour les yeux sont en plein boom parce que effectivement, quand vous portez un masque, c'est ce qu'on voit. La question, c'est le budget gagné sur le mascara, est-ce qu'il ne sera pas perdu sur le rouge à lèvres? Écoutez, on l'a pas encore. La preuve, c'est qu'on n'est pas totalement revenu au niveau de 2019, mais on s'en rapproche. Et d'ailleurs, quand on fait nos laboratoires, on crée des produits pour prendre en compte la nouvelle donne. Donc, on a une marque qui s'appelle NYX, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du maquillage professionnel, qui a créé un produit qui s'appelle Shine Loud, qui est un produit pour les lèvres brillants, non transfert. Donc on peut mettre le masque et l'enlever et on ne va pas avoir la trace rouge. Ça marche aussi pour les bisous, quoi. Et ça marche aussi pour les bisous, exactement. Mais il faut s'assurer que la personne que vous embrassez est consentante, bien sûr, mais aussi a fait soit un test PCR, soit un pass sanitaire. Alors pour entretenir cette croissance, il va falloir que vos produits soient sans doute plus naturels. On voit bien qu'il y a une nouvelle tendance de consommation où les gens se préoccupent plus de leur impact environnemental, du volume d'eau dépensé, qui sont utiles pour appliquer les produits, etc. Donc comment vous faites pour adapter vos gammes? Je crois que vous avez des objectifs assez ambitieux. Il faut que vos gammes passent à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous êtes à combien dans 10 ans? 2030. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur le chiffre 30%, actuel. Merci, vous avez préparé l'interview 30%. Donc c'est du travail, mais on a la chance d'avoir une recherche extrêmement puissante. On investit pratiquement 1 milliard d'euros en recherche. On est le premier investisseur en matière de produits cosmétiques dans la recherche. Et donc, la totalité de nos équipes aujourd'hui sont tournées vers ce qu'on appelle les Green Sciences, qui sont finalement comment être capable de créer des actifs qui soient d'origine naturelle, qui soient renouvelables. Les biotechnologies sont un axe majeur de développement. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une usine à Tours qui est une usine où on développe le plancton thermal de Biotherm ou des cellules dédifférenciées de rose pour Lancôme. Et on est dans une toute petite entité qui fait fermenter des actifs naturels à partir de cellules et qui crée des actifs sans aucun impact sur l'environnement. Et c'est ça la cosmétique de demain, c'est ça la science de demain. Et c'est ce qu'un groupe qui s'est fondé sur la recherche et sur la croyance dans le pouvoir de la science va pouvoir arriver à faire. Et c'est vrai, vous avez raison, demain, la beauté, comme d'autres domaines, devra être durable et sera... utilisera aussi l'ensemble des progrès que la technologie... Aujourd'hui, les clients sont plus exigeants. Il y a vraiment cette demande pour des produits plus naturels. Oui, c'est vrai. Il y a une demande pour des produits plus naturels. Alors, comme toujours, il y a un écart entre les déclarations des consommateurs qui disent « nous voulons consommer des produits » et puis ce qu'ils achètent vraiment. Mais
la réalité, c'est qu'on voit monter la recherche de produits naturels et de produits sûrs. Je pense qu'une des tendances qui a été la plus accélérée par la crise de la Covid, c'est la recherche de produits qui sont bons pour ma santé, dont je comprends et je connais, dans lesquels j'ai confiance dans la composition. Et ce n'est pas un hasard que notre division cosmétique active, qui est celle qui fabrique des produits comme La Roche-Posay, CeraVe ou Vichy, a une croissance de 35% au premier semestre, a fait une croissance formidable en 2020 également, malgré la crise, parce que ce sont des produits faits avec des dermatologues qui bénéficient de toute la rigueur de contrôle, de fabrication de L'Oréal. C'est ce que veulent les consommateurs aujourd'hui. Donc ils veulent du vert, mais ils veulent surtout du sûr. Et le sûr, ils le trouvent dans des marques qui ont gagné leur confiance au fil des années. Ça, vert et sûr. Tout à fait. Pour L'Oréal. C'est une belle martingale. Bon. Et vert, sûr et performant. Parce qu'une des choses que nous avons apprises au cours de ces dernières années, c'est que même si les consommateurs veulent des produits plus respectueux de l'environnement, des produits sûrs, ils ne veulent pas de compromis sur l'efficacité. Et quand on leur promet un rouge à lèvres qui ne transfère pas, une crème qui hydrate la peau, protège des rayons UV, il faut que ça le fasse parce que à la fin, le consommateur ne veut pas faire de compromis. Et c'est pour ça que c'est un challenge, et c'est pour ça que le fait d'être leader et d'investir autant dans la recherche nous donne finalement un nouvel avantage compétitif sur le marché. C'est intéressant de parler de leader. L'Oréal, c'est 13%, je pense, votre contrôle de part de marché au niveau mondial. C'est ça la part de marché de L'Oréal? Oui, c'est une estimation parce que c'est quand même très très difficile à calculer, mais c'est à peu près 13%. Quel niveau vous visez dans le cadre de votre mandat? Et par quoi ça passe nécessairement pour augmenter cette part de marché? Ça veut dire prendre des positions plus fortes encore en Asie et notamment en Chine? Ça passe par effectivement conquérir des parts de marché partout. On peut même conquérir des parts de marché en Europe. Vous savez, notre part de marché la plus élevée, elle est en Europe de l'Ouest. Elle est d'à peu près 20%. Et si je regarde les 6 premiers mois de l'année, on gagne des parts de marché dans tous les pays d'Europe. Donc c'est possible. Ouais. C'est possible à nouveau grâce à de l'innovation, grâce à des investissements, grâce à la qualité du travail des équipes sur le terrain. Mais évidemment, là où on a le plus de réserves de croissance, c'est en Asie. Et en Afrique. C'est aux États-Unis, et ce sont dans les émergents en général. Et dans les émergents, il y a effectivement le continent africain, mais je dirais dans l'ordre chronologique, avant le continent africain, on a des énormes opportunités en Asie du Sud-Est. On a parlé de l'Indonésie tout à l'heure. L'Inde est un énorme marché sur lequel on doit encore progresser. Et chaque marché est différent, c'est-à-dire que l'Inde est différent de l'Indonésie, qui est différent de la Chine, qui est différent de la Corée, qui est différent de... Oui, on dit les émergents, on dit l'Asie, mais oui, c'est vrai tout à fait. Alors, il y a certains pays qui ont des similitudes. D'ailleurs, moi, j'ai redéfini les zones, l'organisation des zones de L'Oréal. On a créé une grande zone qui s'appelle SAPMENA, South Asia, Pacific, Middle East, North Africa, qui a en commun d'avoir une structure de distribution, un climat, des types de consommateurs, des pouvoirs d'achat qui sont assez similaires. Alors qu'auparavant, l'Indonésie était dans la même zone que la Chine, et là, on est vraiment dans deux mondes différents. Mais pour répondre à votre question, je crois que c'est un des fondements du succès de L'Oréal, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'universalisation, qui consiste à dire que nos marques sont globales, mais que la façon de répondre aux consommateurs est locale, avec des produits qui sont adaptés. Ça s'appelle le glocal, non, ça non? Nous, on appelle ça l'universalisation, donc le local, c'est bien aussi, mais on a typiquement, c'est pour ça qu'on a 21 centres de recherche dans le monde, et on a en Indonésie, en Chine, des gens qui font des chercheurs qui font des formules adaptées au climat ou aux contraintes locales, et qui parfois sont développés dans le monde entier, parce que ce qu'on a appris en résolvant le problème le plus aigu du cheveu le plus difficile, ça sert à tout le monde. Une petite anecdote, une marque qui s'appelle Excellence Crème, une marque de coloration de L'Oréal, c'était un succès énorme mondialement, c'est à un moment nos laboratoires brésiliens qui cherchaient un moyen de couvrir les cheveux blancs des Brésiliens qui sont des cheveux très particuliers. Ils ont craqué cette formule, et aujourd'hui elle est dans le monde entier. Donc parfois du local, on arrive au global. D'accord. Et alors en Chine, le marché est, vous le disiez, très particulier puisque vous avez déjà 50% de vos ventes en ligne. C'est un écosystème très particulier, les ventes en ligne en Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche? Ça marche d'abord. C'est un peu avant-gardiste, la Chine, ce qui se passe là-bas. Oui, sur pas mal de sujets, la Chine est en pointe, et c'est vrai que sur l'essor de l'e-commerce, c'était le pays le plus en avance, le premier du monde. Et ce qu'on a vu avec la crise de la Covid, c'est que
l'adoption de l'e-commerce par les consommateurs a été fortement accélérée dans des régions du monde où elle était un peu en retrait. C'est le cas de l'Europe de l'Ouest en particulier, mais même aux États-Unis. Vous savez, la fameuse statistique est qu'en 2020, en 8 mois, la pénétration de l'e-commerce a progressé d'autant que dans les 10 années précédentes. Donc la Chine est en avance. Mais comment ça marche? Ça marche d'abord en créant une adhésion ou un amour des consommatrices chinois pour nos marques et leurs produits. Et donc ça, c'est en amont. Il y a un travail à faire en amont. En amont de l'acte d'achat. Oui, c'est faire des produits d'abord qui sont des produits qui répondent aux attentes des Chinois, des produits qui sont supérieurs. C'est là l'importance d'adapter la texture, le parfum aux attentes des Chinois. Et puis, c'est d'investir dans la construction de la brand equity, de l'image de marque. Vous savez, en Chine, la marque préférée des Chinoises en matière de beauté, c'est L'Oréal Paris. La marque de luxe préférée des Chinois, c'est Lancôme. Donc, ce sont 2 marques du groupe. Et c'est un travail de décennies, d'équipes chinoises d'ailleurs, qui sont avec nous depuis très longtemps. Et on construit, on creuse ce sillon. Et donc, quand on arrive dans le monde de l'e-commerce, on a des consommateurs qui connaissent nos marques. Nos marques sont en haut des algorithmes. Quand vous cherchez, si vous tapez sérum anti-âge en Chine, il y a des bonnes chances que vous tombiez sur Génifique de Lancôme. Et ça, c'est aussi le résultat d'années et d'années d'investissement. Et c'est pour ça que la force des marques est importante et que, en fait, on a beaucoup dit que l'e-commerce allait fragmenter le marché. La réalité, c'est que l'e-commerce donne accès aux consommateurs à beaucoup de marques, mais qu'il a plutôt tendance à renforcer les grands produits et les grandes marques et les leaders. Et nous, on a des parts de marché aujourd'hui dans la plupart des pays qui sont supérieures en e-commerce à celles qu'elles sont dans le monde physique. Donc, le développement de l'e-commerce chez nous et dans d'autres marchés va vous être favorable, vous pensez? Tout à fait, à condition qu'on continue à nourrir le digital, c'est 26% des ventes aujourd'hui. C'est 27, mais bon, on n'est pas très loin. Bon. L'Oréal a connu une décennie prodigieuse, comme l'avait qualifié votre prédécesseur Jean-Paul Agon. Doublement du chiffre d'affaires en 10 ans, cours boursier multiplié par 3, je crois même que c'est 4, par 4. Est-ce que votre ambition, c'est de faire aussi bien mieux? Est-ce que la barre est déjà un peu haute déjà? Écoutez, je ne me rappelle pas que quand Jean-Paul Agon ait pris ses fonctions, il ait exprimé des objectifs en termes d'évolution de la capitalisation boursière et de chiffre d'affaires. Donc on verra à la fin de mon mandat ce qu'auront été les résultats. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin, plus qu'une décennie prodigieuse, et c'est vrai que cette décennie était prodigieuse, L'Oréal, c'est plus de 110 ans de succès. C'est un modèle qui a traversé les années avec une incroyable capacité d'adaptation, une agilité des équipes extraordinaire. Moi, j'y suis depuis 34 ans. Oui. J'ai participé aux côtés de Jean-Paul à cette décennie prodigieuse. Cette décennie à venir peut être aussi prodigieuse? Je pense qu'elle peut l'être, oui, parce que le marché de la beauté va continuer à se développer. Il va grossir de façon importante avec le développement des classes moyennes dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents, en particulier en Chine. Notre part de marché va augmenter, donc je pense que cette décennie peut être prodigieuse, mais l'avenir le dira. Bon. Il nous reste quelques instants, Nicolas Hieronymus. Avec vous à la tête de L'Oréal, on peut dire que L'Oréal sera plus inclusif, plus tech, plus green. C'est une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire là. Quelles sont la question en filigrane, c'est les évolutions stratégiques que vous comptez mener lors de votre mandat, qui est dans la continuité évidemment de ce qui a été fait, puisque vous êtes comptable, puisque vous étiez avec Jean-Paul Agon, mais voilà, la touche, la patte, la vision. Hieronymus, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que si on prend l'histoire de L'Oréal, à nouveau, je suis le sixième CEO, donc c'est sur 110 ans, sixième CEO. C'est quand même une grande continuité, une grande responsabilité aussi pour moi. Et c'est vrai que chaque CEO a été un peu l'homme d'une époque. Lindsay Owen-Jones a été l'homme de la mondialisation, l'ouverture. Jean-Paul Agon a été clairement l'homme du digital et aussi de la Chine et des premiers pas, des premières décisions importantes dans le domaine du RSE, du développement durable. Et je pense que les années qui viennent vont être évidemment la poursuite de ces tendances, mais probablement ce sont des années qui vont être celles de la technologie. On voit une accélération phénoménale de la tech et des possibilités qu'elle donne à la beauté à travers l'utilisation de la donnée. On a déclaré vouloir être les leaders de la beauty tech, donc on va rentrer dans des années. Beauty tech, c'est quoi, la beauty tech, c'est finalement utiliser la technologie sous toutes ses formes, l'AI, l'utilisation de la donnée. On a des masses de données de la part de nos consommateurs, mais aussi de connaissances en matière de biologie, et faire travailler tout ça ensemble pour accélérer
avec l'aide de l'intelligence artificielle, le développement de formules plus performantes, tout ça c'est un formidable accélérateur. Donc ça fait partie des facettes de la beauty tech, des sciences vertes dont on a parlé beaucoup, et finalement du sens de la mission de l'entreprise. Vous savez qu'on a publié et on a fait pour la première fois une campagne au niveau du groupe au début de l'été sur la raison d'être, qui est créer la beauté qui fait avancer le monde. Ouais. Et je pense que moi c'est ça que j'ai envie de laisser comme marque, c'est de montrer, au-delà du fait qu'on sait tous que la beauté est une catégorie essentielle, ce n'est plus à démontrer pour le bien-être des gens, leur morale, leur self-esteem, mais en étant le leader de cette industrie, arriver à justement avoir un impact au niveau de la société sur l'inclusivité, sur la représentation de la diversité, évidemment sur les droits humains et enfin sur le développement durable. Ça va faire partie des choses que j'espère réussir à faire. Et pour la France, ça veut dire que vous allez continuer à embaucher, que ça crée de la richesse pour la France, comment ça se passe le marché français? Le marché français, c'est un marché extrêmement important pour nous. D'abord, on est très très fiers d'être une entreprise française. On est aussi à la REF du MEDEF et la France est notre troisième marché, mais c'est le territoire d'ancrage. Voilà, le territoire d'ancrage. Non, États-Unis, Chine, France. Pas pour longtemps. Oui, je pense qu'à un moment ou un autre. Mais bon, c'est bien qu'il y ait une saine émulation. On aime bien l'émulation chez nous. Mais la France, on représente l'excellence française. Une des raisons pour lesquelles L'Oréal Paris et Lancôme sont les marques préférées des Chinois, c'est parce que ce sont des très très grands produits, mais c'est aussi parce que c'est made in France. Et donc ça, c'est très très important pour nous. Vous avez combien de salariés en France? 14 000. 14 000 sur les 88 000 du groupe. La France, c'est simple, c'est à peu près 6% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas énorme. C'est à peu près 16% de nos emplois. C'est 26% de notre production. Donc on produit par exemple tous les produits Lancôme dont je parlais tout à l'heure, Armani, Saint-Laurent, sont produits en France et exportés dans le monde entier. Donc et c'est participer au fait que le déficit commercial français n'est pas si élevé. Tout à fait, nous avons un solde très positif. On contribue à la balance extérieure française de façon positive. Et on fait, je vous ai parlé du milliard d'euros que nous dépensions en recherche, on fait 70% de nos investissements recherche en France. Donc, nous sommes également un pôle d'excellence stratégique pour la recherche française. Donc, la France, au-delà d'être un bastion où on a une de nos plus belles parts de marché mondiales, c'est véritablement le centre névralgique du développement de L'Oréal dans le monde. C'est la base arrière de la conquête exactement, en partenariat avec l'ensemble de nos opérations dans le monde entier. Puisqu'aujourd'hui, on est clairement, puisqu'on parlait de diversité, on est une entreprise qui est plus mondiale et plus diverse que jamais. Et ça va faire partie des choses qu'on va continuer à développer. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. On en reparlera. Merci en tout cas Nicolas Hieronymus, directeur général de L'Oréal, invité donc d'Ecorama sur Boursorama, en partenariat avec Le Point, enregistré depuis la REF du MEDEF à Paris. Merci. Merci à vous deux. Au revoir. Bonne journée.